Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, 3 hommes originaires de la commune Kanyosha en mairie de Bujumbura sont introuvables depuis la semaine dernière. Tous les 3 étaient des amis proches et ont été enlevés par des agents qui seraient du service national des renseignements. L'intolérance politique reprend de nouveau. Ce mardi, le président du parti Sawanya Frodebo en zone Mitakataka a échappé de justesse aux Ibonelakure qui lui couraient après. Frustrés, ces derniers s'en sont pris à la permanence du dit parti qu'ils ont vandalisé et couvert d'excréments. Vous aurez les détails dans ce journal. Et dans ce journal, nous vous parlerons également santé, où la propagation de la variole du singe inquiète beaucoup. Nous vous parlerons également environnement, où une partie du mont Heha a pris feu hier suite au feu de brousse. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Sécurité pour commencer. Un corps sans vie d'un homme non encore identifié a été découvert le matin de ce mardi dans un buisson situé au niveau de la zone 8, jadis dénommée zone 10, du camp des réfugiés burundais d'Unduta en Tanzanie. Des informations en provenance de ce camp révèlent que le cadavre de la victime présentait des signes qui montrent qu'il a été étranglé. Sécurité toujours, 3 hommes natifs de la commune Kanyosha en province Bujumbura ont été enlevés vers la fin de la semaine dernière en mairie de Bujumbura. La mère de l'un d'entre eux a aussitôt rendu l'âme après que la nouvelle de la disparition de son fils lui est parvenue. Ces victimes d'enlèvement étaient toutes des travailleurs couturiers et entretenaient une étroite relation d'amitié. Le point avec Janvier Ninina Azri. Selon les informations recueillies auprès de leurs proches, le nommé Jean-Marie Nezimana de la colline Ruyaga, commune Kanyosha en province Bujumbura, a disparu depuis vendredi le 2 août 2024. Ce jour, Jean-Marie Nezimana avait passé la journée dans des cérémonies funéraires au cimetière d'Omanda. Après les dites cérémonies, sa famille ne lui a pas revu. Elle a cherché partout, mais en vain, et son téléphone portable était éteint. Ce tailleur couturier et membre du parti CNL, adepte d'Agatongwassa, n'a plus de traces jusqu'aujourd'hui. Selon toujours les informations fournies par les proches de sa famille, après être au courant de la disparition de son fils qu'il entretenait, Capitoline Ndimurusaku, la mère de Jean-Marie Nezimana, a du coup fait une crise cardiaque et a ipso facto trépassé. Le lendemain de la disparition de Jean-Marie Nezimana, c'est-à-dire samedi le 3 août, ses 2 amis, aussi tailleurs couturiers et natifs de la même commune Kanyosha, ont été à leur tour enlevés par des personnes inconnues. Ezekiel Wukuru de la colline Ruyaga, conjoint de la chef de cette colline, et Anissé Nkurunziza, natif de la localité de Kabumba, dans la même commune de Kanyosha, mais lui, membre du parti CNDD-FDD, ont été enlevés en pleine journée dans les environs du lieu appelé le Parisien. 2 gens non identifiés les ont embarqués à bord d'une camionnette double cabine de marque Toyota Hilux à vitre teintée, comme l'ont révélé leurs familles à la RPA. Depuis lors, aucune nouvelle des victimes. Les familles ont cherché dans tous les cachots à partir de la commune Mutimbuzi, mais sans effet. Nous ignorons encore si la police serait déjà à l'œuvre pour retrouver ces 3 personnes en cause. Janvier Ninina Hazgui. Des cas de vol nocturnes se remarquent beaucoup ces derniers temps dans différentes localités de la mairie de Bujumbura. Des voleurs ciblent les piétons qui sont nombreux pendant cette période, durant laquelle il se remarque la pénurie du carburant. C'est un reportage signé Rémi Ndelagakura. À l'approche de la tombée de la nuit, les craintes de subir un vol s'accentuaient chez plusieurs habitants de la localité située au nord et au sud de la mairie de Bujumbura. Au moment où la pénurie du carburant se manifeste beaucoup, bon nombre de citoyens ont pris l'habitude de marcher à pied. Une situation qui, selon nos sources, donne l'opportunité aux voleurs de planifier et réaliser facilement leurs opérations. Se lamentent des habitants de ces localités qui se sont confiés à la RPA. Ces habitants de la zone de Chibitoki révèlent que les voleurs se déplacent à bord de véhicules ou sur de motos pendant leurs opérations. Les endroits les plus dangereux sont par exemple près du camp municipal jusqu'à l'endroit dénommé la commune. C'est à partir de 18 heures que ces vols se commettent souvent. Tu vois une personne qui se déplace à bord d'un véhicule ou sur moto, te prendre par force un sac à main et elle s'enfuit.
au sud de la mairie de Bujumbura, des habitants dont nous sommes entretenus signalent également des cas de vol devenus nombreux ces derniers temps. C'est le cas du quartier Ruziba, comme le témoigne cet habitant. Ici à Ruziba, il se remarque beaucoup de cas de vol. Les vols se commettent surtout à l'endroit où se trouvait l'ancien cimetière. Les voleurs attaquent souvent des femmes et filles et leur prennent des téléphones ou des cartes en main et s'enfuient vers cet ancien cimetière. Ces habitants demandent donc aux différents dirigeants de la mairie de Bujumbura de trouver une solution de cette problématique de banditisme. La rédaction de la RPA a tenté de joindre en vain Jimmy Atungimana, le maire de la ville de Bujumbura, pour recueillir sa réaction. Merci à toi Rémi. Indira Koura s'inquiète d'une libération imminente des 2 hommes qui ont tué le sien. Elle, c'est la famille de Feu Rodrigue Niitanga. Lors des cérémonies de levée de deuil de Feu Rodrigue Niitanga, le père de ce disparu a annoncé publiquement qu'il détient des informations faisant état des tractations en cours pour la libération des 2 jeunes qui pourtant ont accepté d'eux-mêmes qui sont les auteurs de l'assassinat de Rodrigue. Des inquiétudes encore plus matérialisées par le nombre de jours que viennent de passer les 2 hommes dans le cachot communal. Elvis Neomongé. Les inquiétudes quant à la libération de 2 jeunes garçons qui ont accepté de leur propre gré avoir tué Rodrigue Niitanga ont été soulevés par le père du défunt ce dimanche lors des cérémonies de levée de deuil. Il l'a dit en public, le premier fait pour lui est le nombre de jours que les 2 jeunes viennent de passer dans le cachot communal, se s'étant pas entendu sur le partage du butin plus d'1 million qu'ils avaient pris sur le fait Niitanga. L'un d'eux a dévoilé le secret en date du 27 juillet en disant qu'ils avaient tué Rodrigue Niitanga en date du 24 juillet. Ils sont vite fait arrêter et conduits au cachot de la commune Buganda. Plus de 10 jours, ils sont toujours incarcérés dans ce cachot, ce qui, selon le père du défunt, n'est pas concevable pour un crime de ça. C'est ce que vient d'annoncer le père du défunt devant le public. Vous comprenez que c'est grave. Comptez vous-même les jours qui viennent de se passer depuis l'arrestation. C'est inconcevable pour un crime d'assassinat. Autre chose signe qui ne dit rien de bon, c'est cette famille. C'est le fait que quand l'administratif ne serait rendu voir la famille durant toute la période de deuil, ni même le jour de lever de deuil, une chose peu habituelle dans cette localité. Le jour du lever de deuil, dans son discours, le père a indiqué ceci. Les autorités locales savent bien ceux qui ont tué mon enfant. Ici, à Ndava, normalement des administratifs se présentent sur le lieu où une personne a été tuée. Mais mon enfant a été tué et voilà que même le chef de secteur ou le chef de colline, encore moins le chef de zone, personne n'y a été présent pour la simple raison que c'est un enfant né d'un CNL. L'administrateur communal de Buganda et le patron du parti au pouvoir dans cette commune seraient en train de planifier cette libération. On serait en train de proposer 10 millions pour leur libération. Ceux qui sont derrière cette imminente libération sont le chef de secteur, l'administrateur communal et le patron du parti CNDD-FDD ici. C'est le père du défunt qui vient de le dire. La rédaction de la RPA a pu joindre l'administrateur Pamphile Hakizimana, mais a refusé de s'exprimer à propos. RPA. Je vous le disais en titre, la permanence du parti Sawanya Frodebo de la zone Mitakataka en commune et province Bubanza a été vandalisée ce mardi par les Imbonirakuri. Cet acte est intervenu après que le président du parti Sawanya Frodebo dans cette zone a échappé de justesse à cette milice du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui ignore jusqu'à présent sa localisation. Les détails avec Clovis Nyonzima. Manasseh Nzobonima, ancien secrétaire général du parti CNDD-FDD au niveau national et ancien gouverneur de la province Bubanza, en même temps natif de la zone Mitakataka, et Jacques Nititegese, chef de zone Mitakataka, sont eux qui étaient à la tête du groupe de nombreux Imboneyakure qui ont méchamment vandalisé la permanence du parti Sawanya Frodebo de la zone Mitakataka à tel point qu'on ne peut plus la reconnaître. Selon notre source,
L'acte serait consécutif à la colère de ces malfaiteurs pour avoir perdu la trace de Donatien Ngendakumana, président du parti Sawanya Frodebu en zone Mitakataka, qui venait de les échapper de justesse lorsqu'il a senti quelque chose de mal qu'on manigançait contre lui. Selon la même source, ce représentant du parti Sawanya Frodebu en zone Mitakataka s'était rendu le matin au bureau de la zone pour rencontrer Manasseh Nzobonima. Arrivé là-bas, il s'est rendu compte que son rendez-vous était accompagné de nombreux Imbonelakure, ce qui ne lui a pas rassuré. Au même moment, Manasseh Nzobonima s'est approché et lui a ôté son téléphone portable pour le confisquer. Un deuxième fait qui lui a convaincu que sa personne était en danger et s'est ainsi volatilisé à la minute. Jusqu'à maintenant, personne n'est au courant d'où se cacherait Donatien Ngendakumana. La permanence de ce parti avait été vandalisée la nuit du 16 juillet de cette année par des individus que les habitants et des membres de ce parti disent être des Imbonerakure. Clovis Nyonzima, en page santé, le virus de la variole du singe se propage à grande vitesse à travers le pays. Sur 49 districts sanitaires que compte le Burundi, 17 enregistrés au moins un cas au 4 août. Selon Polycarpe Daikeza, porte-parole du ministère de la Santé, 37 cas de variole du singe ont été recensés dans ces 17 districts sanitaires, d'où il appelle les Burundais à fournir plus d'efforts pour combattre cette épidémie. Suivez le docteur Polycarpe Daikeza, il est le porte-parole du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Le centre d'opération d'urgence de santé publique rassemble tous les jours des statistiques des cas d'épidémie déjà enregistrés. Ce dernier nous donne régulièrement des rapports. À titre d'exemple, ce soir, nous aurons toujours les chiffres qui montrent les cas enregistrés aujourd'hui. Nous vous informons que, jusqu'hier soir, on avait un total de 37 cas positifs à cette épidémie et les résultats provenant de différents districts sanitaires. Sur 49 districts sanitaires opérant sur le sol burundais, au moins une personne a été positive à l'épidémie dans 7 districts sanitaires. À titre illustratif, les districts sanitaires de Bujumbura-Mairie, Bujumbura Rural, Gitega, Kayanza, Lutovu, Bururi, Ruyigi, Makamba, Nyanzalak, Buhiga, Muramvya, Manda, c'est-à-dire à Bubanza et à Rumonge. Ceci veut dire que les mesures prises par le ministère ayant dans ses attributions la santé publique doivent être mises en application sur tout le territoire. Nous détenons cet élément sonore de la radio BBC. En page économie, la monnaie burundaise se trouve à un rythme de dévaluation sans précédent. Une situation qui inquiète le parti Codebu. Kefani Widi, président de cette formation politique, indique qu'il faut aujourd'hui plus de 7 000 francs burundais pour avoir un dollar et 2,5 francs burundais pour avoir un shilling tanzanien. Pour Kefani Widi, cela fait que les produits importés deviennent de plus en plus chers alors que le pouvoir d'achat de la population, lui, ne cesse de dégringoler et Kefani Widi de demander au gouvernement de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de freiner cette dévaluation. Je vous propose d'écouter Kefani Widi, président du parti Codebu. Au niveau du parti Codebu, nous lançons encore une autre fois un appel pressant au gouvernement pour qu'il prenne des mesures sérieuses afin de stopper l'inflation de la monnaie burundaise qui atteint des niveaux insupportables. Au moment où nous parlons, quand on veut un dollar américain, il nous faut plus de 7 000 francs burundais. Et quand vous voulez 10 000 shillings tanzaniens ou francs congolais, il nous faut plus de 25 000 francs burundais. Cela se porte ainsi au moment où la majorité des importations, à part surtout les produits sensibles comme le carburant et les médicaments, les autres importations sont financées par le marché noir, ce qui fait que les produits importés deviennent de plus en plus chers et cela enfonce la population dans une paupérisation sans précédent. Il faut noter également que le marché noir est surtout financé par l'écart entre le taux de change officiel qui n'est pas correct avec le taux de change réel du marché noir et cela enrichit d'ailleurs certaines hautes personnalités qui profitent pour en spéculer. Donc nous encourageons la Banque centrale de la République du Burundi, donc la BRB, et de porter le taux de change officiel à une valeur réelle pour que le taux de change sur le marché noir soit le même avec celui de la BRB afin de couper ces spéculations. Mais aussi, nous sommes étonnés
par le silence assourdissant du gouvernement ou des institutions et qui ne prennent pas des mesures nécessaires pour juguler cette infraction alors qu'elles sont là, elles sont supportables. Donc nous invitons le gouvernement du Burundi à agir sans délai pour stopper cette infraction et au moment où les institutions burundaises trouvent qu'elles ne sont plus à la hauteur de ce problème, qu'elles prennent des dispositions nécessaires afin de laisser la population et pour mieux s'organiser afin qu'elle se tire d'affaire. Parlons à présent environnement où le mont Heha, qui est la montagne la plus élevée au Burundi, a brûlé pendant plusieurs heures. Cela s'est passé ce lundi soir. La partie la plus touchée est celle située sur la colline Nyarumanga, en zone Mayuyu, commune Mukike de la province Bujumbura. Bien que les citoyens ont pu éteindre ce feu, ils indiquent que cette tâche n'était pas facile. Plus de détails avec Dani Claire, il la trouve. Cette montagne de Heha a pris feu ce lundi à partir de 16 heures. Notre source parmi les natifs de la commune Mukike fait savoir qu'il était difficile de contenir ce feu, mais que les habitants des collines avoisinantes telles que Mayuyu, Lulambira et Ludzibadzi sont venus pour aider à l'éteindre. Patrice Sabougoué, le représentant des natifs de la colline Nyarumanga, indique que ces citoyens ont été mobilisés par l'administrateur de la commune Mukike. Ils n'étaient pas seuls. La montagne a brûlé toute la nuit. Les habitants des autres collines sont venus pour aider. Ils étaient très nombreux. Il salue le travail de ces citoyens de la commune Mukike qui se sont solidarisés pour éteindre ce feu de brousse sur le mont Heha. Je salue ce qui a été fait, après avoir su que les gens qui vivent tout près de la montagne de Heha, car c'est une grande montagne, se sont mobilisés pour éteindre le feu. On les remercie tous, et même ceux qui les ont mobilisés. Toutefois, les dégâts causés par ce feu de brousse sur le mont Heha ne sont pas encore connus. Les citoyens, faut savoir que c'est le travail des experts. Merci à toi, Dani Claire, Ilatkoumva. Et puis l'administrateur de la commune Marangara est pointé du doigt dans le détournement du sucre destiné à la population. Il distribuerait un nombre limité de sacs destinés à la commune et vendrait le reste aux commerçants qui, à leur tour, revendent ce sucre à un prix exorbitant. Le point avec Walter Quizer. En cas de disponibilité du sucre, la commune Marangara, en province d'Ongodi, obtient entre 8 et 10 sacs de sucre. Une quantité qui serait suffisante si le partage se faisait équitablement, du moins selon la population locale. Néanmoins, selon la population, elle ne partage qu'un seul ou tout au plus 2 sacs de sucre sur les 8 accordés à la commune. Selon toujours la population, l'administrateur communal dirait que le reste est à partager au personnel de la commune. Mais pour la population, c'est finalement aux commerçants que l'on donne ce sucre. Si le sucre est fourni ici chez nous, on ne partage qu'un seul sac à la population, mais aussi on donne un kilogramme qui n'est pas au complet pour chaque famille. Pour le reste du sucre, l'administrateur nous informe chaque fois qu'il est destiné au personnel de la commune. Curieusement, par la suite, le même administrateur donne ce sucre aux commerçants et il y a une cafétéria pour qu'ils puissent partager tout le reste du sucre. C'est le nommé Sindaïgaya qui se charge de partager ce sucre à ses commerçants. Quant à nous qui avions passé du temps à la chaîne pour que nous soyons servis, nous rentrons mais vides. Pourtant, notre commune reçoit entre 8 et 10 sacs de sucre et on nous donne à la population qu'un seul sac et on nous informe que le reste appartient au personnel de la commune. C'est une pratique qui se fait souvent ici. Mécontent, la population se demande comment seul le personnel de la commune a droit au sucre. Ce qui est d'ailleurs faux, puisque ce sucre se vend plus tard à raison de 10 000 francs le kilogramme. Nous déplorons ce comportement et nous nous demandons si seuls les employés de la commune ont le droit d'avoir le sucre. Mais là aussi, c'est du mensonge parce que par après, ce sucre est vendu dans les boutiques et nous sommes obligés de l'acheter en kilo à 10 000 francs. La rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone Chimilimana Goret, l'administrateur de la commune Marangara, mais sans succès.
Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Walter Pizella que prend fin le journal en français de ce mardi 6 août 2024. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.